on ne sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Donc, on ne va pas chercher à savoir pourquoi ça marche. Donc, il y a des choses, on se dit, on va essayer des trucs, on va faire ça. On veut savoir pourquoi ça ne marche pas. On s'en fout pourquoi ça ne marche pas, ça ne marche pas. On zappe. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Hennequin, champion d'Europe, vice-champion du monde et recordman de France en haltérophilie. Benjamin, bienvenue à toi. Salut tout le monde, Jason, ça va? Bien, super. Écoute, ça fait plaisir de te recevoir. Je me rappelle suivre tout ton travail en haltéro quand je faisais de la compète moi-même il y a quelques années. J'ai brièvement fait de l'haltéro au Canada quand j'étais en Colombie-Britannique. Mais donc pour passer sur toi maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, nous dire un petit peu qui tu es pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas encore? Bon, aujourd'hui, bonjour tout le monde. Mais voilà, je suis Benjamin Hennequin. J'ai fait de l'haltérophilie j'ai commencé l'haltérophilie à l'âge de 11 ans au club de Saint-Médard-en-Jalles, pas loin de Bordeaux, dans la région bordelaise. J'étais vice-champion du monde, champion d'Europe, 3 sélections aux Jeux Olympiques. Je suis un enfant du pays, quoi, un pur, on dirait un pur produit français. Ouais. Voilà, j'ai commencé à donner au niveau des possibilités. Je me suis rendu compte que j'ai des possibilités à partir de l'âge de 14 ans, quand quand je continuais à progresser. Et quand mes copains en fait stagnaient, tout ça, je commençais à monter. Et là, je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. J'ai commencé le sport parce que mon père faisait de la force athlétique. C'est la discipline voisine, c'est les cousins de l'haltérophilie. Et du coup, je me suis dit, peut-être que je pourrais réussir à faire un truc là-dedans. C'était un club où il y avait énormément de jeunes. Beaucoup de jeunes, beaucoup de gamins. Donc, l'émulation, tout ça a fait que je suis resté. Parce que c'est pas un sport très fun à la base, hein, faut dire ce qui est. Puis voilà, puis après, de fil en aiguille, je continue à m'entraîner, à progresser. Et puis, quand j'ai pris conscience de mon potentiel, j'ai mis un peu plus. Et puis, voilà. Quel a été, dans toute ta carrière, quel a été ton meilleur souvenir en compétition? Mon meilleur souvenir en compétition, c'était bien sûr les championnats du monde à Paris. C'était en quelle année? Lorsque j'ai fait, c'était en 2011, ça date, hein, ça commence à dater. À Paris, là où il y avait en fait tous les gens qui m'ont connu petit, qui sont venus me voir, tout ça, là, c'était vraiment énorme. Mais parallèlement, aussi les Jeux Olympiques de Pékin, c'est vraiment là où j'ai pris vraiment conscience, en fin de compte, que pour essayer d'arriver encore un tout petit peu plus haut, il fallait il fallait se préparer autrement, c'est-à-dire se prendre moins la tête avec l'entraînement, être plus régulier. Parce qu'en fait, je voulais toujours, quand on est jeune, on veut toujours aller vite, vite, vite. À partir de ce moment-là, j'ai pris un peu plus de temps. Après, c'est au niveau de la maturité aussi. Et donc, les Jeux Olympiques de Pékin m'ont permis de prendre en fin de compte, de prendre énormément de maturité. Donc, je retiendrai ces 2 compétitions. Tu faisais de la compète en quelle catégorie de poids? Alors, j'étais en moins de 85 kg sur les compétitions internationales, mais mon maximum était de 170 kg à l'arraché et de 208 kg à l'épaule jetée. Et en moins de 94 kg, j'avais fait 167 kg à l'arraché et 170 kg à l'arraché et 215 kg à l'épaule jetée. Et ton poids de corps à l'entraînement ou loin des compétitions, en général, il tournait par où? Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette particularité de l'haltérophilie avec d'autres sports aussi qui ont des catégories de poids, mais le fait de potentiellement devoir couper ou sécher ou perdre un petit peu de poids avant les compétitions pour passer sous la barre, tu étais en général au-dessus ou juste en dessous? Tu étais comment? Ah oui, c'est bizarre parce qu'en fait, quand jeune, c'est la chance que j'ai eue, c'est que jeune, on ne faisait pas perdre de poids en fait. Quitte à ne pas faire une sélection ou ne pas être champion de France, en fait, on allait. Si j'avais 3-4 kilos, 2 kilos, 2, 3, 4 kilos au-dessus de la caté, je ne descendais pas. J'ai été à moins de 85 kilos à partir de l'âge de 18 ans. Donc, à partir de 18 ans, je pesais 80 kilos, 82 kilos. Et j'ai gardé ce poids pratiquement dans la catégorie jusqu'à la fin de ma carrière. Arrivé sur la fin de ma carrière, à partir de l'âge de 22 ans, je montais
sur les coups de 88, 89 kilos. Je perdais 4 kilos. Mhm. On essayait de ne pas aller au-delà de 5% de 5%, je crois. 8, ouais, c'est ça. 5% de sa catégorie. Pour ne pas perdre trop en force, en explosif. Tout ça. Pour ne pas Ça, perdre trop, quoi. ça représentait quoi du coup en termes de perte de force etc. Quand tu devais perdre ces 4 ou 5 kilos? En fin de compte, ça faisait mal à la gueule, à l'épaulé, quoi. À l'épaulé, c'était dur. L'épaulé, c'était très dur. Mais sur le mouvement de l'arraché, on gagnait en vitesse. En fait, ce qu'on perdait d'un côté, on gagnait de l'autre. Mhm. On perdait sur l'épaulé, on gagnait sur le mouvement de l'arraché. Mais c'était pas. Comment dire, on n'était pas sujet justement à calculer notre nourriture et tout. En fin de compte, on mangeait comme tout le monde. Et puis en fait, le poids, il descendait tout seul. Arrivé aux compétitions, on s'entraîne moins, on perd le poids, on récupère, donc automatiquement on mange moins. En fait, on mange moins on mange moins de conneries, hein, les bonbons, tout ça, on oubliait. Voilà, quoi. En fait, on régulait un peu, on mangeait plus propre. Avant, on perdait le poids au sauna. Au sauna, mais vraiment en light, quoi. Pas comme les judokas ou les lutteurs. Ouais, parce que Si on se place 2 heures avant, il ne fallait pas perdre trop poids. ouais, c'est ça, c'est que le weigh-in, il est vachement près de la compète. Et donc, tu n'as pas l'opportunité Ouais, de te réhydrater et de potentiellement reprendre du poids comme peut-être ils peuvent faire dans les sports de combat, comme tu l'as mentionné. voilà. On faisait pas de cut, en fait. On faisait pas de cut, on perdait. En gros, le dernier kilo, on le perdait au sauna, quoi. Ok, Donc, c'était pas. tu commençais combien de temps avant la compète de ta perte de poids? Faire attention. En général, je faisais en sorte de faire attention les 5 semaines avant. 5 semaines avant. Et puis après, est-ce que tu faisais ça une fois par année pour les compétitions, une ou deux fois par année? C'était comment sur le calendrier annuel? En gros, en général, on se préparait une préparation, une vraie prépa dure 4 mois, entre 4 et 5 mois. On faisait 2 prépas dans l'année. Il y Mhm. avait 2 fois un mois dans l'année où c'était vraiment light. Où justement, bon, ben, comment dire, on récupérait en fait, quand après les compètes, on bricolait un peu, on se réparait un peu, puis après on repartait quoi. Et 2 fois dans l'année, on perdait le poids. Ok. Et ces périodes donc d'après-compétition, de transition, si on veut les appeler comme ça, tu faisais d'autres sports ou tu restais quand même avec une barre dans les mains ou tu t'arrêtais complètement? C'était quoi la meilleure façon pour toi de faire ça? Ce qu'on faisait en général, on courait un peu, vraiment Ok. light. Franchement, on faisait un peu de jogging, tout ça. Puis on restait vraiment, en fait, Altéro, c'est faire de l'arraché, de l'épaule et des squats, quoi. On faisait Mhm. plus de renfort. Hors saison, on faisait plus de renfort. Un peu type bodybuilding. Enfin, type bodybuilding, c'était plus du renforcement musculaire en fin de compte. Après, on continue de faire de l'arraché, de l'épaule jeté pour garder tout ce qui est coordination et souplesse, surtout la Mhm. souplesse. Sinon, en fin de compte, on faisait pas grand-chose. Hors saison, si on faisait des balades en vélo, des trucs comme ça, on allait s'oxygéner un peu, on allait à Font-Romeu. C'est une station année, quoi. C'était ça. Ok. On s'est spécialisé tout le temps, quoi. C'est dans Ouais, donc notre spé. vous partiez pas trop loin du sport, vous restiez toujours assez proche de ce que vous faisiez en compétition pour pas. Parce que pour donner une idée peut-être de ce qui se passe ou ce qui se passait à ton niveau, euh, les gains que tu fais, tu les perds, tu peux les perdre assez vite, surtout quand tu es Oui. à la pointe de la performance. Donc, pour donner une idée un petit peu aux gens, à quelle vitesse tous tes gains ils partent en fait quand tu arrêtes de t'entraîner, quand on parle du niveau élite, bien sûr. Alors, par exemple, si on va prendre, par exemple, les compétitions le 1er janvier, une compétition qui se passe bien, en général, on va prendre 2 semaines. Enfin, moi, ce que je faisais, c'est que pendant 2 semaines, je faisais rien, Mhm. vraiment rien. Je sortais avec mes amis, j'allais en discothèque, voilà, je faisais un peu le con, quoi. Et après, je reprenais 2 semaines vraiment light. Et ensuite, on refaisait les périodes foncières, formation physique générale. Mhm. Puis après, on remontait. Alors, en général, il fallait compter, ouais, pour revenir bien. En gros, c'est ça. C'est quand on arrête un mois, il faut 1 mois et demi à 2 mois pour moi, hein, pour revenir sur mes barres.
Donc, Ouais, pour, on perdait beaucoup, donc on s'arrêtait pas trop, quoi. est-ce que tu, parce que cette période de transition après une compétition, elle est très très importante quand même, non seulement physiquement pour Ah récupérer, parce oui, que les compétitions, c'est des demandes énormes, mais aussi au niveau mental. Donc, toi, est-ce que ça t'a toujours plu un petit peu ah oui. de couper un petit peu pendant un moment après les compétitions? Ouais, ça nous coupe, ouais, justement parce qu'on avait énormément de stages. Dans l'année, on était peut-être plus de 6 mois dans l'année, on était en stage. Mhm. Donc du coup, ça nous permettait justement de relâcher la pression, quoi. De relâcher la pression, que la compète se passe bien ou mal. Puis après, d'essayer de revenir. Ouais, c'était hyper important, quoi, parce que je sais pas si, enfin, certains ont dû voir, hein, quand les sportifs de haut niveau font la fête, en général, on est toujours un peu dans l'extrême, quoi. C'est tout, on est comme ça, ou soit c'est du n'importe quoi. Et là, pendant quelques temps, après la compète, c'était un peu du n'importe quoi. Puis après, justement, pour tout relâcher, repartir après de plus belle, quoi. Tu as mentionné qu'en tant que junior, vous ne vous coupiez pas de poids. Est-ce que ça, c'est encore une pratique qui est effectuée aujourd'hui ou, alors, pardon, laisse-moi reformuler ma question. Est-ce que tu penses que c'était bénéfique à ton développement de ne pas te mettre cette contrainte de poids dans tes compétitions étant junior? Oui, toi, totalement, oui. Ça permettait justement d'être plus régulier sur les barres. Ça permettait aussi de moins frôler la ligne avec la blessure. C'est un junior qui est constamment blessé, ben, en fin de compte, bah, s'il est constamment blessé, après l'énergie qu'il met en senior, bah, en fin de compte, ça va être très très compliqué. Je ne vais pas dire que c'est mort, mais ça va être très très compliqué. Mhm. Donc le poids de corps joue énormément, quoi, dans ce sport. Euh, donc je préconise largement en fin de compte de laisser le poids. Après, bon, si junior, il a 16% de matière grasse, bon là, il peut faire attention, quoi, il peut perdre de poids. Mais pas faire une sorte de yo-yo. On voit souvent dans les sports, comme au judo ou en lutte, les mecs, ils font énormément les yo-yo, quoi. Mhm. Ou même en boxe, c'est dommage, quoi. C'est dommage parce qu'en fin de compte, ils durent moins longtemps, ils se blessent plus souvent. Et je trouve que c'est dangereux, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a les risques de blessure, il y a les effets aussi sur le système en général, le système nerveux, le système immunitaire aussi, et tout ce qui est hormonal aussi, qui peut être grandement impacté par le pourcentage de masse grasse qu'on tient ou pas. Et comme tu as dit, si tu fais le yo-yo beaucoup de fois dans l'année, euh, en fin de compte, ton corps n'a plus rien auquel se raccrocher, tu es toujours un petit peu entre deux eaux. Alors que comme tu as dit, si tu restes à un poids, tu coupes 2 fois Ouais, par c'est année ça. pour les C'est ça. compétitions principales. Comme ça, tu es prêt au bon moment, mais le reste du temps, tu es bien, quoi. C'est ça. Oui, exactement. Et en plus, c'est marrant parce que des minimes, alors minimes, moi je disais tout à l'heure, l'haltérophilie, c'est pas un sport très fun, on va dire, hein. Mhm. Minime, j'étais en moins de 50 kilos. Bon, Mhm. j'étais jeune, hein. Et en fin de compte, je devais partir au trophée. C'est pas un championnat de France, on n'a pas le droit d'appeler ça championnat de France, on est obligé d'appeler ça trophée national. Et Ok. en France, ça se passe comme ça, les minimes. Et en fin de compte, on devait partir le vendredi. Et lors de l'entraînement du mercredi, je me suis pesé. J'étais à 1,5 kg de plus que ma catégorie. Quand je suis jeune, on se pèse pas tous les jours, quoi. Et Mhm. en fin de compte, mon formateur, mon entraîneur, me dit, écoute, tu pars pas parce que tu as 1,5 kg de trop. Je dis non, mais 1,5 kg, je vais le perdre. Et en fait, des jeunes, on nous dit non, non, tu perds pas, tu as le temps. Surtout, j'étais loin d'être les meilleurs, j'étais loin d'être bon au début. Du coup, ben, en fait, ça crée une petite frustration, en fait. Tu te dis merde. Et du coup, en fin de compte, bah, bon, c'est pas grave. Ça fait un peu, on va dire, ça éduque en fin de compte. Mhm. De, voilà, de faire attention, pas de faire attention, parce que le gamin, on peut pas aller à l'encontre de soi, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une petite parenthèse là-dessus, quoi. Donc, les, c'est ça qu'on a la chance quand même en France, c'est que la plupart des formateurs font attention à ça, quoi. Après, si c'est en cadet, en cadet, je devais perdre 1,5 kg pour aller au championnat d'Europe, ça va. 1,5 kg, je faisais 62 kg, ça va. Mhm. Mais parce qu'il y avait un petit enjeu. Sinon, suivant les objectifs, le niveau de la personne, en fait, on cassait un peu sur le poids, quoi. On faisait très attention. Est-ce que pendant les compétitions, quand tu étais junior, est-ce qu'il y avait des objectifs de performance qui pouvaient te mener à rater des levées ou est-ce que dans les premières années de ta carrière, l'idée, c'était vraiment juste
d'avoir de bonnes expériences en compétition, de faire 6 sur 6 pour vraiment pouvoir progresser autant psychologiquement que physiquement? Ou est-ce qu'il y avait quand même des objectifs ou des barres peut-être un petit peu qui te challengeaient un petit peu même en tant que junior? Ah oui, tout à fait, oui. En junior, on était qualifié pour une compétition et puis en fait, on essayait toujours d'aller un peu plus haut, de gratter un peu plus haut. On essayait, mais on a toujours été dans la tête. En fait, il faut être un très bon junior pour pouvoir performer en senior. Si on a un niveau moyen en junior, ça va être très compliqué de percer en senior. On avait des objectifs, mais à la hauteur de notre potentiel, quoi, en fin de compte. On n'allait pas, enfin, pour ma part, je n'allais pas aller à m'entraîner 2 fois plus si je ne peux pas tenir l'entraînement. On faisait vraiment attention à cela. Les entraînements étaient très durs. Hein. Au niveau cadet junior, en stage, c'était très très dur. Mais c'était très dur au niveau du volume d'entraînement, en fin de compte. L'intensité n'était pas spécialement élevée, mais le volume d'entraînement était assez gros, justement pour se construire, en fin de compte. Tu peux donner une idée de la fréquence des entraînements, de la durée des entraînements, du contenu de ces entraînements aussi sur une semaine, par exemple, en étant junior? En étant junior, en étant junior, moi j'étais à l'INSEP. On s'entraînait lundi, mardi, jeudi. On faisait deux entraînements. Le mercredi, vendredi et samedi, on faisait un entraînement. Mhm. En général, on faisait de l'arraché, de l'épaulé, des squats, des tirages. On faisait au moins une fois de l'arraché, enfin, du squat snatch, une fois de l'épaulé jeté par semaine, technique Mhm. pure. Mhm. Après, on faisait tout ce qui est des complexes, hein, des power snatch, enfin, arraché debout, des travails de plot, des box, des hangs, enfin, en suspension, tout ça, on travaillait énormément ça. Les squats, beaucoup de squats. En fin de compte, on s'est arraché pour les squats tirages. Mhm. L'avantage qu'on avait en s'entraînant 2 fois par semaine, c'est qu'on pouvait rajouter à cela du renforcement musculaire. Donc, je vais dire, du vide press, traction, en gros, la préparation physique, quoi. On faisait ça en plus. On faisait un peu d'athlé aussi, on faisait des sprints, on Mhm. faisait des sauts sur box, c'est le plus haut possible, des Mhm. triples bonds, on faisait tout ça en plus. Mais ça a toujours resté les mêmes mouvements, le même. Voilà. À quel moment l'entraînement il commence à se personnaliser ou s'individualiser par rapport à l'athlète quand tu montes un peu dans les rangs depuis junior jusqu'à senior? Alors malheureusement, en France, il n'y a pas réellement de personnalisation d'entraînement en fin de compte. Mhm. Tout le monde fait la même chose. C'est ça le problème. C'est là où justement j'ai réussi à percer un peu plus après 2009. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas les mêmes besoins qu'un Redon, ou qu'un Dabaya, ou qu'un machin. En fin de compte, ça reste toujours de l'arracher de l'épaule jeté. Mais on n'avait pas vraiment de la personnalisation. La personnalisation, en fait, elle était c'était peut-être un quart de la préparation de la semaine, en fin de compte, sur des Mhm. mouvements de renforcement, Mhm. sur des mouvements, des complexes, sur des mouvements semi-techniques. Euh, Très peu, il n'y en avait pas énormément. Il n'y avait pas énormément de ça. Et donc, tu as mentionné qu'à un moment donné, tu as pu percer un petit peu, mais donc, toi, est-ce que toi, qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à avancer, qui était différent des autres, peut-être? Quels exercices ou quelles façons de faire t'ont aidé à avancer qui n'étaient pas nécessairement les entraînements de Monsieur Tout-le-Monde? C'est qu'en 2000, je ne sais pas si vous avez vu dans la tête des haltéros, dans la tête des haltéros, je ne sais pas, c'est une vidéo qui tombe sur YouTube, c'est Mhm. Canal+ qui avait fait ça dans les années 50, 2000, 2010. Mhm. J'ai fait entre 2000, en gros, je me suis mis à part à l'INSEP, que j'ai été de 2002 à 2005 à l'INSEP. En fin de compte, je me suis pratiquement toujours entraîné tout seul, Mhm. sauf en stage, tout ça. J'ai eu pas mal de personnes qui m'ont énormément aidé. À partir de ce moment-là, après ces championnats du monde-là, j'ai appelé mon premier entraîneur. Mon premier entraîneur a mis en place un protocole. Euh, il était à la retraite. Donc, du coup, je lui dis, je écoute, Patrice Cosnard, je lui dis, voilà, quand je suis militaire, je suis dans la région, est-ce que ça me dirait de me coacher euh, Et en fin de compte, il est resté 2 semaines à l'entraînement sans dire un mot, juste en voyant si j'avais un potentiel d'aller plus haut.
Donc, du coup, c'est un peu frustrant parce que je me dis, merde, ben, je m'entraîne, bah, ça va, j'étais bien là, patati patata. Il me dit, non, mais vas-y, fais ton truc. Et en fin de compte, il m'a dit un truc tout simple. Il m'a dit, moi, je pense que je peux te faire progresser. Je ne peux pas dire à combien je vais pouvoir te faire soulever les barres, mais je pense qu'on peut gagner sur le relâchement, que tu prennes en relâchement. En fait, il n'y a que ça, le relâchement des bras, tout ça. Moi, je peux te faire gagner que là-dessus. En force, t'es quand même très puissant. Je ne vais pas te faire gagner là-dessus, ça ne servira à rien. On va travailler sur le relâchement. Et on a travaillé ensemble. Et en fin de compte, franchement, les cahiers, je les ai encore, les cahiers, c'était toujours la même chose. Mais par contre, ce qui changeait, c'était en fait qu'il était à l'entraînement. Il me disait relâche tes bras, fais ceci, fais cela, place-toi comme ça. Il a juste ça m'a fait gagner énormément de kilos, parce que j'étais à 162 kilos. Il m'a fait gagner 8 kilos à l'arraché. À l'épaule jetée, il m'a fait gagner pareil 8 kilos. Ce qui est énorme par rapport au niveau que j'avais avant. Mmh. On partait du principe où, en fin de compte, on faisait un truc un peu à l'envers. C'est-à-dire que l'objectif, par exemple, était au mois d'avril. À partir du mois d'avril était l'objectif final. L'objectif, j'ai une bêtise, faire 170 kg à l'arraché, 210 kg à l'épaule jetée. En fait, on travaille sur des microcycles, sur des cycles de 3 semaines. Pendant 3 semaines, je fais la même prog. 3 semaines après, je refais. Comment dire 3 semaines après, voilà, pardon, excusez-moi. Alors, en fait, désolé, c'est pendant 3 semaines, à la reprise, on travaillait sur le potentiel. On travaillait sur mon potentiel à moi. Combien est-ce que le potentiel j'ai à soulever les barres? Parce que moi, nerveusement, je récupérais très mal. Je récupérais très mal. Si j'ai envoyé une grosse séance, derrière, j'avais énormément de mal à récupérer. Et moi, j'ai plus travaillé un peu au niveau dans le volume d'entraînement. C'était assez important. Nerveusement, moi, l'entraînement bulgare, moi, j'aurais cassé dès le début. Parce que dès ma formation jeune, j'ai eu un peu d'entraînement à la russe polonaise, en fait. Beaucoup de reps, tout ça. Et à la reprise, il disait, bon, ben Coco, l'entraîne en ce moment, ben, tes pourcentages, c'est 150 à l'arraché, 185 à l'épaule jetée. Les pourcentages, ils ne changeaient jamais. Le seul truc qui changeait, en fin de compte, c'est l'objectif. Donc, automatiquement, si l'objectif il monte, les pourcentages de travail vont augmenter. C'est tout simplement pas. Alors, je n'ai jamais connu de semaine de deload. Ils font en fin de semaine de deload, machin. La seule semaine de deload que j'avais, c'était la semaine avant la compète pour récupérer. Je n'ai jamais connu ça. On travaillait vraiment sur le potentiel. Bien sûr, si jamais j'étais fatigué et arrivé sur telle charge, je ne pouvais pas la lever, je redescendais automatiquement. Je redescendais et puis je travaillais sur un minimum. Il fallait travailler un minimum, arriver à faire un minimum de travail sur cette charge-là. En général, les charges de travail étaient toujours entre 80 et 95, enfin, toujours entre 80 et 95%. Sur des mouvements de semi-technique, c'était toujours entre 70% et du 80%. Sur les squats, on allait, vu qu'on est dans l'explosivité, dans l'haltérophilie pure, on n'allait pas chercher, moi je n'ai aucun intérêt à aller chercher un gros squat sur une rep. On allait chercher le pourcentage de travail de mon squat était basé sur mon objectif de l'arraché et mon objectif de l'épaule jetée. Donc si j'avais l'objectif de l'épaule jetée à ce moment-là était de faire 200 kg, il fallait tout simplement que je travaille entre 190 kg en squat devant, entre 190 kg et 200 kg en 3 répétitions. Ça me permettait de mettre du contrôle lors de la descente et de la vitesse à la remontée. Et en fin de compte, c'est là où tu seras vraiment par l'explosivité. Ça te permet aussi de garder une base. Et ce travail que tu faisais là, ton muscle est toujours utilisé, mais la vitesse d'exécution ne sera pas la même. On n'allait pas chercher un gros squat. On allait remonter de temps en temps en squat, mais franchement, c'est vraiment pour se faire plaisir. Mais pour moi, ça ne me servait strictement à rien. Pour une personne de mon profil qui avait des squats très fortes. Et rien qu'en faisant ce système-là, depuis tout petit, à 16 ans, je faisais déjà 200 kg en squat. Je faisais 70 kg à 16 ans. Sans jamais chercher à faire une période de force en squat, en fait. C'est à partir du moment où tu t'entraînes naturellement, tu es obligé de récupérer. Le secret, pour moi, le secret, c'est d'arriver à emmagasiner le maximum de travail possible à une intensité la plus élevée possible
pour être régulier au niveau technique, avoir un geste propre, pour ensuite monter. En gros, c'est simplement la charge est là, pam, 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 on monte, petit à petit. C'est simplement ça. La seule charge, le seul secret pour moi qui est en haltéro, franchement, en fait, c'est la charge. C'est la charge, parce que les mecs, ils se mettent là-dedans. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Tu t'entraînes, tu es régulier. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Le seul secret qu'il y a, c'est ça. C'est ce que font les Iraniens, les Kazakhs, les Chinois, les machins. C'est que ça le secret. Donc, il n'y a pas de secret. Et vu qu'en France, on n'a pas le droit, il n'y a pas de secret en fait. Dans, dans toutes tes expériences de compétition et d'avoir côtoyé tous ces autres athlètes de niveau élite, est-ce qu'il y avait des profils très, très différents en termes de tolérer l'intensité et le volume par rapport à toi? Comme tu as dit, tu ne tolérais pas très bien l'intensité. Par contre, le volume, tu pouvais te charger assez bien sur une semaine, mais une grosse séance te mettait un petit peu dans le dur. Donc, est-ce que c'est le cas pour tous les haltérophiles d'élite, tu dirais, qui sont plus axés volume, ou il y en a qui sont un peu l'inverse, où ils s'en tirent mieux sur de l'intensité assez régulièrement, mais c'est le volume qui les casserait par rapport à toi qui Ouais. est l'inverse. C'est exactement ça. J'ai eu Jean-Baptiste Bardis qui a fait les Jeux Olympiques en 2008 en 77 kg et en 85 en 2016. Tous les deux, on avait le profil complètement différent. Lui, il était plus habitué des gamins à s'entraîner un peu à l'arménienne. Il avait un entraîneur Kapanatian qui était recordman du monde à l'arraché dans les années 2000, début 2000. En fin de compte, il a été formé comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'intensité beaucoup très élevée. Pas beaucoup de séries, pas beaucoup de répétitions, mais une intensité très élevée. Et en fin de compte, en arrivant après, en se formant comme ceci, il est arrivé en senior avec ce profil-là. Donc, je pense réellement en fait qu'on adapte. On adapte en fait que le corps s'adapte. Souvent, on faisait des prises de sang pour voir si il nous manquait je sais pas, du fer, du magnésium, des trucs comme ça. Et il nous faisait aussi voir le taux de testostérone aussi. Pour voir le taux de testostérone, en fait, c'était un peu un truc déguisé pour savoir si on prenait ou pas. Et bizarrement, lui, il était au-dessus il était au-dessus de la moyenne. Et moi, j'étais plus poids dans la moyenne. Lui était un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Il a dû faire d'autres tests pour voir si c'était naturel ou pas. Et en fin de compte, il s'est révélé que c'était naturel. C'est comme des gens, leur mode de croissance, il y a des gens, c'est des nains, il y en a, ils sont hyper grands, c'est que dans leur corps, ils ont développé plus de... Voilà. Et en fin de compte, je pense que sa formation qu'il a eue a dû avoir, je pense qu'il a dû avoir un impact ensuite sur lui en étant plus âgé, quoi. Et si moi j'avais eu sa formation à lui, j'aurais peut-être pas, physiologiquement, j'étais peut-être pas prêt à faire son truc, mais j'aurais été quand même, j'aurais pu peut-être subir plus d'intensité que lui. Mais le résultat n'aurait pas été le même forcément. Mais rien que là, on voit des différences, quoi. Donc, suivant les pays. Oui. Donc oui, suivant les pays, donc suivant peut-être les philosophies de coaching et d'entraînement dans l'haltérophilie, certaines pratiques conviennent plus à certains types d'athlètes que d'autres. Donc tu peux te retrouver dans une fédération, par exemple, qui est plus axée intensité ou au contraire plus axée volume. Et suivant le type d'athlète que tu es naturellement, ça ne va pas nécessairement te correspondre. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Je pense que la meilleure formation qui soit, si on prend des gens sur 100 personnes, je pense que la meilleure formation qui soit, en fin de compte, c'est la chinoise. Parce que la chinoise prennent un peu la technique avec URSS et bulgare, en fin de compte. Ils ont pris, en fait, les deux à l'époque, parce qu'ils n'ont pas été forts comme ça. Ça date il y a longtemps. En fin de compte, ils ont fait un mix. Et puis, en fin de compte, il en ressort ça. Donc, je pense que la meilleure formation qui est, pour prendre 100 personnes, je pense que c'est la chinoise. C'est vraiment très bon. Est-ce que tu peux peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, décrire les différents courants de pensée au sein de l'haltérophilie, les différentes philosophies d'entraînement, de coaching, comme tu as décrit la chinoise, la bulgare. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, tout ça, que tu peux donner un archétype un petit peu de ces différentes façons de s'entraîner en haltérophilie. Bien sûr. Alors, en fin de compte, la bulgare, ça va être énormément axé arraché, épaulé jeté, squat. Voilà. Ils vont faire pratiquement que de ça.
L'intensité est très élevée, ils montent très régulièrement sur des max, tous les jours, tout le temps, sur des max, sur des max. Ils vont faire très peu de renforcement musculaire. Ils vont faire très peu. Ils vont rester vraiment spécifiques à fond, quoi, à bord. Voilà. La chance qu'ils ont eue pendant des années, c'est qu'ils avaient énormément d'athlètes. Donc ceux qui pétaient, on les sortait, et puis c'est les meilleurs qui restaient. Et avec les Chinois, ils mettent énormément d'intensité sur les mouvements techniques, mais ils font énormément de renforcement musculaire. Et je pense que c'est dû à ça aussi qu'ils tiennent le coup. Ils font énormément de renforcement musculaire. Ils font énormément de tirage, chose que ne font pas les Bulgares. En fin de compte, les Bulgares, ils disent les tirages, on les travaille quand on soulève un arraché ou un épaulé jeté. On va le soulever du sol. Donc, en fin de compte, le tirage, on va le travailler. Du coup, c'est vraiment une philosophie différente, quoi. Et puis, donc, comme tu as dit aussi, il y a des philosophies qui conviennent à des pays ou à des fédérations qui ont plus d'athlètes parce que peut-être que le potentiel d'atteindre un niveau très, très élevé est grand, mais par contre, il faut passer par beaucoup d'athlètes pour voir ceux qui tiennent le coup parce que c'est un programme qui demande énormément au niveau physique, au niveau physiologique, Ouais. et donc qui convient seulement à des fédérations qui ont beaucoup d'athlètes. Est-ce que tu peux peut-être décrire une façon de faire qu'on retrouve peut-être dans les pays qui n'ont pas un champ d'athlètes aussi développé que, par exemple, la Chine ou d'autres pays qui sont très axés à l'haltérophilie? Je pense que la méthode américaine, parce que la méthode américaine n'a pas eu de cas de positif encore. Donc pour moi, la méthode américaine se rapproche énormément à celle de l'Europe de l'Ouest, de l'Ouest. Ils font énormément de complexes, ils ne montent pas énormément d'intensité. Voilà. La méthode américaine, je pense qu'ils sont, en fin de compte, si vous voyez les Américains quand ils tirent, ça se rapproche quand même pas mal de ce que font l'Europe de l'Ouest, quoi. Enfin, parce que les Français, les Espagnols, tout ça, c'est en général, c'est un tirage qui est quand même, comment dire, qui part pas trop sur l'arrière, qui va pas vraiment chercher loin en arrière. C'est un peu plus à l'Europe de l'Ouest, quoi. Ensuite, l'Espagne, ils travaillent énormément, ils travaillent sur des gros d'intensité quand même. Les Espagnols, c'est des branques, c'est des fous. Ils s'entraînent très, 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 très dur. Les Italiens aussi, les Italiens commencent à revenir. C'est un peu à la même que nous, en fin de compte. Les intensités sont quand même assez élevées, mais il y a énormément de travail derrière. C'est un entraînement dur en général. Ça fait un entraînement dans la journée, il va durer 2h30. Quoi. À partir du moment où on rentre dans la salle, on sort 3 heures après. Un mouvement d'arraché, un mouvement de épaule jeté, un mouvement de squat, un mouvement de tirage, du renfort, et puis basta. Donc ça met pas mal de temps. Tu as fait plus de 20 ans de l'haltérophilie, Benjamin. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'évolution de ta perspective sur l'entraînement d'haltérophilie en tant qu'athlète au cours de ces 2 décennies de pratique? C'est qu'il y a de moins en moins de jeunes. Et ça, c'est dommage. Excuse-moi de te couper, Benjamin. Sur la partie de l'évolution, grâce à tout ce qui est du travail, en fait. Attends, Allô? il y a l'audio qui Tu lag. m'entends? Ouais, c'est bon. Il y a l'audio qui laguait un petit peu. Ça a Ah, coupé. ok, ça marche. Ça a coupé quand tu as commencé à répondre. Est-ce que tu peux reprendre ta question du départ, s'il te plaît? Et je couperai au montage. Ouais, d'accord, ça marche. Ben, par rapport à l'évolution de l'haltérophilie, en fin de compte, elle n'a pas énormément évolué sur la pratique des jeunes. Les clubs français, ils emmènent des jeunes quand même à un très bon niveau. On fait ils font l'haltérophilie, mais en fait, ils essayent de faire un peu d'athlé aussi. Ils font des sprints, ils font des lancers de poids, ils font du saut, ils font plein de choses comme ça, ce qui permet justement de développer leur qualité physique.
Là où j'ai eu pas énormément d'évolution, c'est grâce au CrossFit depuis ces 5-7 dernières années. Sur la partie, en fin de compte, un peu à part de l'entraînement, c'est-à-dire tout ce qui est l'échauffement, la prévention, tout ce qui est prévention, le travail avec l'élastique, le travail du massage au rouleau, tout ça, c'est des choses que nous, on ne mettait jamais en place parce qu'on ne connaissait pas. C'était un truc que c'était les kinés, en fin de compte, c'était les kinés qui mettaient ça en place quand on était blessé. Le problème, c'est que quand on est blessé, c'est un peu trop tard. Donc tout ce qui est prévention, on a énormément évolué là-dessus. Mais en fin de compte, c'est tout. Parce que je pense que le travail qui a été fait depuis ces 20 dernières années, en fin de compte, mis à part là-dessus, on peut gagner encore sur le niveau de la récup. Mais pour moi, il n'y a pas eu énormément d'évolution sur la partie entraînement pur, quoi. Quels étaient tes moyens de récupération préférés, toi, en tant qu'haltérophile? Une bonne chope à 8 degrés, c'était bien. Non, je rigole. Vas-y, je te laisse. Voilà. Pour récupérer, non, en fait, pour récupérer, ce qu'on faisait, ben, en fait, on faisait tout ce qui est balnéothérapie. On faisait aussi, on a eu la chance aussi d'avoir à l'INSEP la cryothérapie. C'est un frigo qui descend à moins 110 degrés, si je me souviens bien. On avait pas mal de massages. Moi, ce que je demandais, c'était des massages vraiment en profondeur pour aller dans le muscle. Je ne voulais pas avoir des massages pour détoxifier. Moi, ce qu'il fallait, en fait, le muscle il était toujours en tension. Il fallait enlever les nœuds. En enlevant les nœuds, ça me permettait d'avoir. En fait, comme vous faites, hein, comme ils font CrossFit avec leurs balles, là, quand ils se massent, tout ça, c'est exactement la même chose. Vraiment arriver là-dessus. Sinon, après, bon, ben, manger propre, dormir propre. Puis voilà. Et après, niveau complément alimentaire, à l'époque, on était avec eFit. Donc, tout ce qui était complément alimentaire, je sais pas moi, on prenait des protes, des acides aminés, de la créatine, tout ça. Mais sinon, bah, pas de plus. Avant les compètes, un truc qui marchait bien, c'était quoi? Avec ça, je tombais 1 kilo sans rien faire. Ça marchait super bien. Alors, c'était la carnitine, je crois. Attends, carnitine, un truc comme ça. C'est peut-être psychologique, hein. Mais je prenais la carnitine, je perdais 1 kilo sans changer rien à ma bouffe, en fait. Ça, c'était cool. Tu te rappelles où tu l'avais trouvé, cette astuce, où tu l'avais entendu? En fait, j'avais trouvé, c'était fallait commander, et puis moi, je brûleur de graisse, tous ces trucs pour moi, voilà. Puis du coup, je vais prendre ça, et puis j'ai trouvé dans le truc de eFit, quoi. C'était bien, ouais. Franchement, ça a aidé bien, ouais. Est-ce que tu as utilisé tout ce qui est de la visualisation, que ce soit dans tes entraînements ou pour tes préparations de grosses compétitions? Oui, mais ça venait de nous-mêmes en fin de compte, parce que comment dire, c'était inconscient, c'est-à-dire que tous ces trucs on appelle ça, pas de yoga, mais merde, comment on appelle ça, de la, j'ai plus le nom, enfin bref, une sorte de yoga qui fait de la visualisation si tu vas voir le nom, sophrologie. Tout ça en fait on le faisait inconsciemment, c'est-à-dire avant les gros entraînements, on faisait la sieste, hein, et en fin de compte, inconsciemment dans ma tête, je sais bon, aujourd'hui ça va être dur, et j'étais là, je vais m'échauffer comme ceci, comme cela, je vais faire ça, passer sur cette barre, ceci, cela. Avant les compétitions, c'est la même chose. Mais en fin de compte, c'était inné, c'est-à-dire que j'avais pas eu besoin d'avoir quelqu'un qui me dise quoi faire, en fin de compte. Pas eu de psychologue, rien eu. En fin de compte, on s'est même quoi, sur cette partie-là mentale. Voilà. Donc, après, je faisais de la visualisation avant entraînement, pendant que la compétition aussi, pour essayer de s'énerver, s'énerver. De l'activation aussi respiratoire, choses comme ça. Mais en fait, c'est comme si c'était inné en fin de compte. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ont recours à des professionnels. On peut dire c'est des professionnels qui font faire ça. Mais je pense que j'ai dû le faire inconsciemment tout seul. Parce que lors de ma formation que j'ai eue jeune, avec la discussion avec les coachs, avec mes amis, tout ça, en fin de compte, tout ça, ça s'est emboîté. Et puis en fin de compte, ben, ça va de soi, il faut faire comme ci, comme ça.
on sait pourquoi, on sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Donc, on va pas chercher à savoir pourquoi ça marche. Donc, il y a des choses, on se dit, on va essayer des trucs, on va faire ça, on veut savoir pourquoi ça marche pas. Mais on s'en fout pourquoi ça marche pas, on zappe. Donc, Donc, c'est plus en anglais, on dit the proof is in the pudding. Donc, si ça marche, ça marche et tu te poses pas trop de questions. Et si c'est un outil qui peut être utile, et bien sûr, tant que c'est autorisé, ben, feu et on y va, quoi. voilà, c'est ça. Comme si moi j'ai un athlète qui adore mettre son slip dégueulasse qui date il y a 3 semaines. Ah, si ça te convient, mais le ça ne me dérange pas, quoi. Vas-y. Le mets pas sur la tête, c'est tout, quoi. Et, voilà, c'est pas de problème. Pour les athlètes peut-être qui évoluent maintenant, que ce soit en CrossFit, en haltérophilie, est-ce que tu leur recommanderais de creuser un petit peu, même si c'est juste, comme tu as dit, au fond d'eux-mêmes et de pratiquer ça de manière individuelle sans nécessairement avoir recours à des professionnels, mais de développer cette capacité à voir ce qu'on veut faire, à la visualiser, peut-être même à certains ressentis qu'on va avoir dans un entraînement ou dans une compétition pour, en gros, passer plus de temps à se préparer, quoi. Exactement. Euh, pas s'ils en sentent le besoin, oui, ils peuvent faire pardon, un appel à une aide extérieure, mais ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour se dire bon, mais le réveil il sonne, tu dois te lever, il n'y a personne à côté, peut-être tu dois te lever, tu vas te faire manger, tu vas te laver. En fin de compte, c'est, s'ils en sentent le besoin, il faut qu'ils s'y aillent. Mhm. Sinon, il y a des gens, des spécialistes qui sont là pour ça, mais s'ils n'en sentent pas le besoin, ça ne sert à rien en fin de compte de se fatiguer plus pour ça, quoi. Il faut comment dire, qu'ils arrivent à ressentir en fait, à ressentir comment ils sont à tel moment en fin de compte, enfin, tout simplement. Se ressentir, est-ce que c'est pour ce qu'ils peuvent arriver à faire un entraînement dur, tout ça. Et surtout ne pas se prendre la tête, dire j'ai envie de m'entraîner, avoir envie. Parce que des fois, on n'a pas spécialement envie, on se force, on a envie. En fin de compte, on fait une superbe séance, on ne comprend pas pourquoi. Tout simplement, c'est plusieurs facteurs. Tout simplement parce qu'en fait, le relâchement était bon. En fin de compte, il avait bien récupéré. Tout ça, on fait que la séance était bonne. Donc, il faut qu'ils aient envie, en fin de compte. Qu'ils se forcent. Parce que des fois, il faut se forcer, en fin de compte. Est-ce que tu peux te développer un petit peu sur le sujet du relâchement? Parce que comme tu l'as dit, quand tu as fait appel à ce coach qui a pu t'aider à passer un peu une barrière et à aller un petit peu plus haut dans ton niveau qui était déjà très élevé, tu as dit que ça a tout passé par le relâchement, l'entraînement est resté le même, mais c'était vraiment l'attitude avec la barre et la façon dont tu bougeais avec. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de l'importance de cet aspect-là de l'haltérophilie qui peut être, je pense, un petit peu négligé, mis de côté dans un monde où on n'a pas toujours accès à un coach. On pense que juste regarder des vidéos et se regarder en vidéo, faire les levées, c'est assez pour progresser. Donc, quel est le rôle du relâchement dans la réussite d'un haltérophile? La réussite, c'était avoir un conseil sur le moment. Sur le moment. Quand on a levé la barre, on ne va pas se sentir à l'aise. Enfin, le coach, il dit non, mais c'est bon, reste là-dessus. C'est quand on oblige la personne à ne pas aller dans ses habitudes, changer quelque chose, on ne va pas se sentir à l'aise, ce qui est normal. Et au fur et à mesure du temps, il faut avoir confiance à son entraîneur au fur et à mesure du temps, alors trouver des sensations. Et en fait, ça va devenir un automatisme. Et justement, mais l'entraîneur, il est là pour dire ça, quoi, pour toujours être là. En fait, le coach, il va dire toujours les mêmes mots. C'est con, hein. On met une cassette, hop, tu t'entraînes, tu as toujours les mêmes trucs qui arrivent là. Tu y repenses, tu y repenses. Après, tu as le côté aussi, le côté humain que tu as avec ton entraîneur. Donc, du coup, il va arriver justement à te dire, faire des blagues à l'entraînement, donc te relâcher un peu plus, te dire, bon, c'est bon, t'as loupé, c'est pas grave, tu repasses, tu redescends, tout ça. En fin de compte, arriver comme un robot, quoi. Moi, c'est quand j'avais le plan d'entraînement sur les 3 semaines, mon taf, c'était qu'il fallait que je mette tous les moyens de mon côté pour arriver à réaliser ces charges étant le plus propre possible. C'est comme ça que j'ai progressé. Mhm. Et au niveau des relâchements, ça peut avoir un relâchement des épaules, des bras, du verrouillage, ça peut être énormément de trucs. Et si la personne, le coach, ne dit rien, en fin de compte, on ne va pas dire rien sur le moment. On ne pourra pas réellement progresser. C'est pour ça que sur Internet,
Ce qu'on voit, c'est très bien. En fait, il y a de la programmation. C'est ce qu'il faut. J'en fais moi aussi de la programmation. Mais c'est pas du coaching. C'est de la Mhm. programmation. Je programme. Tu es là, là. Le coaching, c'est des fois il dit ah, merci coach ou ça. Non, moi je suis pas ton coach. Je t'ai programmé ça. Je suis pas ton coach. C'est euh, c'est pas comme un coach alimentaire. Un coach alimentaire, il est pas là à chaque fois quand tu manges. Un coaching alimentaire ou je sais pas quoi. Enfin, mais là, coaching sur l'haltérophilie ou le crossfit, tout ça, il faut que la personne elle soit là pour te dire ça c'est pas bon. C'est pas en montrant une vidéo. Après, très très bien de faire ça, de même montrer les vidéos, d'avoir un retour vidéo, c'est d'être présent quoi. Et voilà, c'est vraiment d'être présent. Mais on peut pas être partout. On peut pas être partout et justement faire des retours vidéo, c'est la meilleure solution qu'on ait. Et ça marche quand même très bien. La personne est bien concentrée, ça marche du feu de Dieu quoi. Mhm. Pour revenir sur l'attitude à l'entraînement, quelque chose qui m'est venu à l'esprit quand tu as mentionné les blagues, j'ai beaucoup regardé les vidéos d'entraînement de Elia Helen Oui. et je trouvais qu'il avait une capacité incroyable à être détendu, relâché, blagueur jusqu'à une demi-seconde avant qu'il attrape sa barre pour faire son lever, peu importe le poids sur la barre. Mais en gros, c'était vraiment la grosse Oui. rigolade jusqu'à l'instant T où il fallait lever la barre et après, c'était Mm. tout business. Est-ce que tu étais un peu comme ça aussi ou est-ce que tu étais Ouais. un petit peu plus sérieux à l'entraînement? Ouais, j'étais comme ça quand j'étais en forme. Quand tu es en forme, ouais, quand tu es en forme, tu peux faire n'importe quoi, tu es en forme. Voilà. Ouais. Quand tu n'es pas en forme, tu as besoin de plus de, comment dire, de- sur soi-même, d'être plus concentré. Des fois, Mhm. il y a un mec qui passe devant toi, avant de lever la barre, le mec, tu as envie de l'éclater. Tout ça. Donc, quand tu es en forme, en fait, voilà. Quand tu es en forme, c'est plus facile. Mais sinon, ouais, on racontait des blagues, tout ça. Et là, en racontant des blagues, en fait, c'est de l'acting. Ce qu'il fait, c'est la vidéo, tout ça. Mhm. Mhm. C'est de l'acting. Et là, je vais le lever. Bah, même en faisant le con, il est quand même très, très concentré, quoi. Ouais, ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est plus facile de faire ça quand on est en forme. Ouais, j'imagine que quand tu te sens pas très bien et que toutes les barres sont très très lourdes, c'est une autre paire de manches. Ouais, c'est clair. Benjamin, je voulais faire quelques questions avec des réponses un petit peu plus courtes. Donc, D'accord. on va y aller pour la suite. Quel a été ton moment dans ta carrière le plus difficile? Alors, le moment de ma carrière le plus difficile, c'était après les Jeux Olympiques de Londres. Voilà. Après les Jeux Olympiques de Londres, après mon échec à Londres. Après, ce sera un peu long à expliquer, mais voilà, c'est ça. C'est là. Si ça ne te dérange pas de creuser un petit peu et de parler de ce moment-là et pourquoi c'était difficile? Bah, c'est difficile parce qu'en fin de compte, moi, l'objectif, c'était de ramener une médaille. J'avais largement les possibilités de le faire et je ne l'ai pas fait. Euh, c'est de ma faute, hein, voilà. Il y a eu des, comment dire, en fait, il y a des petits trucs des fois qui se mettent, qui ne vont pas dans ton sens. On avait toujours la pression parce qu'en fin de compte, lui était. Et en fait, on avait l'entraîneur national, les entraîneurs nationaux compte. Moi, j'ai fait appel à Patrice, Mhm. très bien. Champion d'Europe, champion de France. Enfin, je performe, j'ai fait un très bon résultat. Du coup, ils m'ont laissé jusqu'au championnat d'Europe, auquel j'ai fait un très bon résultat. Ensuite, ils me l'ont laissé au championnat du monde, auquel j'ai fait un très bon résultat. On était obligé de faire du résultat. Parce qu'à partir du moment où vous allez me l'enlever, pour moi, les entraîneurs nationaux sont très très bons. Ils sont très bons, ça s'est super bien passé. Mais au-dessus, tout en haut, ils n'aimaient pas trop ça, parce qu'en fin de compte, ils prenaient un peu plus d'importance. Si j'ai été président de la fédération, je ne sais pas comment j'aurais réagi aussi. Et arrivé une fois les quotas olympiques réalisés, tout ça, on me dit, bon, ben non, ben, ton coach, on ne veut plus le voir. Et là, pour les stages, tout ça, c'était compliqué. Donc, en fin de compte, j'ai quand même continué à travailler avec lui. Mhm. Et toutes les cartouches que j'ai bouffées à partir du moment où j'étais avec lui, Patrice, il a dit, les 170 de 10, on vise ça pour les championnats du monde. C'est ce que j'ai fait. Mais en fin de compte, j'étais sur ces barres-là 4 mois après qu'il m'ait vu. En fin de Mhm. compte, ça a été m'a pris parce que ça allait prendre du temps. En fin de compte, pas direct. Direct, j'ai réussi à changer mon placement, tout ça. Et en fin de compte, pour garder ce niveau-là, 170 de 10, en gros, c'est la médaille olympique. Bon, Mhm. nous, on ne s'était même pas trompé. Et puis pour garder ça pendant presque plus d'un an, presque 2010, allez, plus d'un an et demi, c'est très dur, c'est très. Au lieu d'y aller progressivement, tac, Mhm. je suis arrivé très haut. Et on ne pouvait pas redescendre la pression. C'est-à-dire, si je redescendais,
ça aurait été une faiblesse, c'est-à-dire dire ah ben ça marche plus ou ceci ou cela. Il fallait toujours que je garde un niveau assez éclaté parce que ben, comme ça m'a fatigué les genoux, tout ça. Et voilà. Alors que lui-même, il avait dit après les Jeux Olympiques, il fait ouais, on s'est trompé d'objectif. Donc l'objectif, c'était les Jeux Olympiques, ce n'était pas les championnats du monde à Paris. Championnat du monde à Paris, l'année d'avant d'Abaya, Bulle, on fait des résultats de merde. Si moi j'avais fait de la merde, on aurait peut-être un quota. Et là, avec mes résultats, on a réussi à faire 3 quotas. 4, je sais plus. Ouais, on a fait 3 quotas. Et en fin de compte, en fait, toujours un peu sur la pression. Quoi. Et ça, je trouve ça dommage. En fait, on s'est trompé d'objectif. Enfin, on ne s'est pas trompé d'objectif, mais on aurait dû faire autrement. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Quel était un détail dans un des levés qui t'a pris le plus de temps à corriger ou à maîtriser? Le mouvement du jeté. Le mouvement du jeté, en fin de compte, en junior, j'épaulais déjà à 200 kg. Mais j'ai jeté que 185 kg sur le jerk. Et à partir du moment où je suis parti à Langres, Jean-Louis Gudin m'a fait faire un truc tout bête, un truc qu'on fait faire aux gamins en fin de compte, un éducatif, ce qu'on appelle un éducatif, sur les déplacements de pied. Et ça, en fin de compte, ça m'a fait gagner. Je suis arrivé là-bas en octobre. En janvier, j'ai soulevé 200 kilos en 4 mois. Je suis passé de 185 kilos à 200 kilos à 4 mois. Mais à l'époque, il n'y avait pas YouTube. C'était en 2005, 2006, par là, 2006. Il n'y avait pas Internet. Donc les gens étaient surpris quand même de voir 200 kilos. Et ils disaient que c'était pas normal. J'épaulais déjà 200 kilos. Ça faisait au moins plus de 2 ans que j'épaulais déjà 200 kilos. Et là où je suis, donc c'est ça, de jeter. Et là, je suis très fier, c'est que j'ai réussi à garder ce niveau-là, 200 kilos et plus, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'étais le Français le plus léger de tous les temps, soulever 200 kilos. Et ça, pour moi aussi, c'est une victoire. C'est-à-dire que j'ai réussi à durer sur des barres énormes. Donc, tout ce que les gens ils peuvent dire ou penser, en fin de compte, pour moi, c'est du pipi, quoi, parce que j'ai réussi à durer 10 ans là-dessus. Ça, c'est énorme. Et le corps s'en souvient encore un peu. J'ai un peu de petites douleurs à droite à gauche. Mais voilà. C'est vraiment le jeté que c'était plus dur. Quelle était ta variation d'entraînement préférée sur les deux levées, que ce soit depuis les blocs, en hang ou en pause, si tu avais des variations que tu aimais bien faire? Ce que j'aimais bien, c'était en déficit. Ouais. Je sais pas si tu vois les dalles d'haltéro. Ouais. Je mettais 2 dalles dessus et je faisais de l'arraché dessus ou des épaules jetées dessus. J'aimais énormément parce qu'on travaillait moins lourd du coup. J'aimais bien ce qu'on travaillait moins lourd. Mais au niveau musculaire, ça piquait. Et j'aimais énormément ce mouvement-là. Et j'aimais énormément aussi le jeté, le push press, le jeté force. Ce mouvement-là, je l'adorais aussi. Je l'adorais. Arriver à sentir le relâchement, que tout partait des jambes, après d'enchaîner avec les bras. Ça, j'aimais énormément ce mouvement. C'est un mouvement de fluidité, vraiment un mouvement fluide qui paraît, quand la personne le fait, ça paraît pas lourd en fin de compte que le mouvement. La barre, elle monte tranquillement. En fait, l'énergie développée pour arriver à ça est quand même assez terrible, quoi. Et ce que je détestais, ce que je n'aimais pas trop, c'était les plots, les plots au-dessus des genoux. Je n'aimais pas trop ça. Dans tous tes voyages pour toutes les compétitions que tu as fait au cours de ta carrière, est-ce qu'il y a une destination que tu as visitée qui t'a marqué ou frappé particulièrement? Ce qui m'a frappé bizarrement, ce qui m'a frappé pas dans le mauvais sens, mais ce qui m'a pris un gros coup, ça a été quand même la Slovaquie en 99. Parce que je n'avais jamais bougé, je n'avais jamais été à l'Europe de l'Est. Slovaquie quand même ça m'a assez choqué. Par rapport au bâtiment, tout ça, ça me fait vraiment l'impression d'être l'Europe de l'Est en fait avant. Ça m'a sinon, là où j'ai adoré aller en fin de compte, c'est bête, hein, j'aime pas trop leur mentalité ou quoi, tout ça, mais c'est aux États-Unis. Colorado Springs, j'ai adoré. L'Amérique, c'est terrible, c'est grand, c'est immense quoi. Il y a tout, c'est incroyable. Les routes, ça m'a vraiment choqué. Et le pays pour les vacances, la Thaïlande. Et ton La record? Thaïlande, les plages. Oui. J'allais enchaîner sur la prochaine, je te laisse Pardon, terminer. oui, la Thaïlande, les plages.
Ah oui, ça, ouais, la Thaïlande par rapport aux plages, tout ça, c'est joli. Puis surtout la bière à 50 centimes, on trouvera nulle part ça ailleurs, donc c'est parfait. Elle est à 8 degrés aussi, la bière en Thaïlande? Voilà, elle doit être à 5. Elle doit être à 5 degrés. Quel était ton record personnel dont tu étais le plus fier ou dont tu es le plus fier encore aujourd'hui? Mais à mon épaulé, j'étais à 217 entraînements avant les Jeux de Londres. Mhm. J'étais sinon mon 300 kilos en squat parce que mon père vient de la force athlétique. Il avait réalisé 312 kilos en mode équipé, en mode 82 kilos. Mhm. Et 300 kilos, en fin de compte, c'était l'objectif que j'avais avant de pouvoir faire mettre un peu à la force. J'ai fait deux préparations de 3 mois. Non, enfin, une préparation de 2 mois et une autre préparation de 3 mois. Donc ça m'a 300 kilos, j'étais content de les faire. Qu'est-ce que Et tu du coup, vou- les jeter, ouais. Qu'est-ce que tu voudrais voir moins souvent dans le monde de l'haltérophilie à l'heure actuelle? Le moins souvent, non, ce que j'aimerais voir le plus, enfin le moins souvent, c'est la jalousie que certaines personnes ont sur d'autres. Mhm. C'est l'ego mal placé, tout ça. L'ego mal placé. Et ce que j'aimerais voir plus, c'est des jeunes, vraiment des jeunes pour l'avenir d'Altero. Et voir moins, surtout, si j'y pense maintenant, c'est ces enculés, excuse-moi, mais ces enculés d'Iraniens, de mecs qui se font gauler au contrôle, les Roumains, les Russes, tout ça. Grâce à cause d'eux, pas grâce, mais à cause d'eux, on risque de sortir des jeux. Et si on sort des jeux, bah, c'est terrible, quoi. Enfin, pour moi, Mhm. ça me ferait quelque chose, quoi. Mhm. À cause de ces gens-là qui ne savent pas s'entraîner naturellement, qui savent enfin, à cause de ces gens-là, on risque de perdre la place des jeux, quoi. Alors que Mhm. c'est juste un sport, quoi. Sachant que même si jamais ils n'avaient rien pris, que s'ils s'étaient entraînés comme à l'Europe de l'Ouest, ça se trouve, ils auraient été moins forts, ils auraient été plus forts que moi, je sais pas, je ne pense Mhm. pas. Je les aurais éclaté de leur race, ces connards. Non, mais en tout cas, c'est ça qui m'agace le plus. C'est qu'en fin de compte, ils nuisent notre sport. Après, c'est politique, tout ça, mais ça m'a. Si l'haltérophilie, moi, l'haltérophilie m'a apporté tellement de bonheur, tout ça, que ça me rendrait triste, ne serait-ce qu'à cause de ça, qu'il y ait une dizaine de gamins qui ne puissent pas pratiquer ou avoir des rêves comme moi j'ai eu, qui à cause de ça ne pourront pas se construire en tant qu'homme, quoi. Mhm. Et du coup, je trouve ça vraiment très, très triste. Benjamin, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Pour ceux qui ne te suivent pas Yes. encore, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Vous me trouvez sur YouPorn. Non, je rigole. Ah, je rigole. Sur Instagram. Vous pouvez me trouver sur Instagram, vous pouvez me trouver sur Facebook. Je ne suis pas tellement réseaux sociaux, je fais un effort, hein, je suis un peu de l'ancienne génération. Je ne suis pas très très réseaux sociaux, euh, mais ouais, sur Instagram. Sur Instagram, voilà, j'y suis. Je regarde ce qui se fait, je regarde un peu les bêtises des collègues, tout ça. Lui, je regarde ce qui se fait, et puis je ne suis pas très actif sur les réseaux. Après, sur la prog Watt avec Guillaume Guillou, j'ai fait de la prog sur la partie altéro, hein, bien sûr, hein, tu peux faire la Mhm. partie gym. Euh, voilà, et puis ouais, sur Insta, nous sur Insta. Bah, écoute, Benjamin, je mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés à te suivre et à en connaître un petit peu Bah, plus sur toi. En tout cas, merci à toi du. ouais, Yes, pardon. merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'est ce que j'avais à dire. Ouais. Merci. Allez, à bientôt. À Ciao. bientôt, Benjamin. Ciao.